Merci à Liliane de nous recevoir une fois de plus pour moi. Ah oui, Alors, tu veux te présenter? alors oui, voilà, moi c'est vrai qu'il faut que je prenne conscience que j'ai un micro à portée de voix. Je voudrais te remercier, Liliane, tout particulièrement avec Paul, de nous accueillir ici aussi souvent avec des prestations juste extraordinaires, de la musique, enfin tout ce qui ravit l'âme. Et je suis extrêmement heureuse d'être ici parmi vous ce soir. Alors, je suis médecin depuis 37 ans. Donc j'exerçais à Paris et puis suite au confinement, je suis venue vivre en Suisse où effectivement je trouve que le climat est beaucoup plus paisible et beaucoup plus opportun à l'ouverture de toutes les recherches que nous menons. Et donc j'ai un parcours très, très diversifié que j'ai commencé dans les années 80 avec le DUMENAT, qui était le diplôme universitaire de médecine naturelle que j'ai effectué à Bobigny. Et à l'époque, ça m'a ouvert des horizons incroyables parce qu'on enseignait absolument toutes les différentes médecines, à l'époque dites alternatives. Aujourd'hui, avec Philippe, on aime bien parler de médecine énergétique, fréquentielle, vibratoire. Et donc, ce soir, on va vous exposer plein de choses. Voilà. Alors oui, je suis particulièrement fier d'être dans cette maison dédiée à la vibration, puisqu'il y a régulièrement des concerts de Paul. Alors mon parcours, moi, il est pluridisciplinaire. En fin de compte, je voulais comprendre ce que c'était la matière. Et donc je suis devenu physicien, puis après j'ai essayé de comprendre ce qu'était le vivant. Je suis devenu biologiste, mais tout en gardant mon esprit de physicien. Et puis après, je me suis demandé si j'avais des croyances propres à ma culture. Donc je suis devenu anthropologue pour essayer de comprendre la rationalité occidentale. Et puis enfin, un individu, au-delà de sa culture, c'est une singularité. Donc je suis devenu psychanalyste. Et depuis, j'essaye de faire converger ces différentes disciplines qui souvent sont séparées. On pourrait partir de ce qui m'avait frappé quand j'étais tout jeune. C'est ce qui m'a amené à faire de la physique. Une réflexion de Nikola Tesla. Nikola Tesla, on ne le présente plus, hein, c'est un homme qui a à son actif plus de 900 brevets. Il est né en 1856 et est mort en 1943, et on peut dire qu'il aurait pu avoir plusieurs prix Nobel. Il avait un génie expérimental, mais il n'avait pas le sens du commerce, ce qui fait que sa carrière scientifique est brillante et sa réussite commerciale n'est pas à la hauteur de son génie scientifique. Alors dans ses carnets, il a cette réflexion très juste. Il m'a fallu plus de 40 ans pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il s'adresse un peu aux jeunes générations. Si vous voulez comprendre les secrets de la nature, pensez plutôt en fréquence, en vibration, en information. Alors, on est loin de la matière, vibration, fréquence, information. Alors la première chose, c'est que il y a un paradigme en Occident, c'est de tout ramener à la matière. Et donc il a fallu beaucoup de temps. Il faut savoir que l'atome, il a été accepté scientifiquement en 1907. C'est un Français, Jean Perrin, qui va, grâce à des expériences sur le mouvement brownien, qui amène les grains de pollen et les particules et les bactéries à se déplacer comme un ivrogne, c'est-à-dire avec un mouvement aléatoire, jamais en ligne droite. Il a réussi à montrer que ce mouvement n'était possible que s'il y avait des atomes qui bougeaient. Et c'est 1907. Alors que la notion d'atome existait chez les Grecs, Démocrite le cite 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, il a fallu pratiquement 24 siècles pour que cette idée soit acceptée au niveau de l'Occident. Et donc ça a été le début d'une nouvelle aventure pour la physique. On a abandonné la physique classique pour comprendre l'atome, puisque ça ne marchait pas. C'est amusant de voir au tout début de la découverte de l'atome et de sa confirmation, les physiciens se sont dit, dans 3 semaines c'est fini, on a compris l'atome, on va appliquer les lois de Newton et on saura comment fonctionne l'atome. Non, ça continue encore. Donc, on passe dans le domaine de la microphysique, dans le domaine de la physique atomique. Une nouvelle physique émerge, qui est la physique quantique.
Et quand on prend un atome, c'est vide à 99, virgule, et derrière la virgule, il y a 6 ou 7, 9. Ça fait, au bas mot, 99,9 999 999% de vide. Donc quand on se réclame du matérialisme, on se réclame du 0, virgule. Derrière la virgule, il y a 6 ou 7 zéros et un 1. C'est un peu léger. Donc, autre chose, le vide n'est pas vide, évidemment, il est plein d'informations. Et s'il n'y avait pas ce vide, on ne serait pas là pour parler, il n'y aurait pas de cohésion de l'atome. Alors, il faut voir que la médecine s'est développée sur la notion de matérialité et la physique qui sous-tend encore la physique classique, sauf dans la radiologie, c'est la physique classique. Ce qui fait que quand on a un cancer, il faut soit tuer la cellule cancéreuse ou éradiquer le tissu cancéreux par chimiothérapie ou par radiothérapie ou une exérèse chirurgicale. Mais on n'envisage pas du tout qu'on puisse réinformer la cellule cancéreuse pour que de malade, elle redevienne normale. Alors on a en France un hématologue qui s'appelle Laurent Degausse, qui a montré que dans certains types de leucémies, les leucémies à promyélocyte aigu, eh bien, en donnant des transrétinoïdes, la cellule leucémique redevient normale. Il appelle ça la réversion cellulaire. C'est déjà un paradigme qu'on est en train de voir s'émégater, puisqu'on a toujours en tête que la plupart des maladies en termes de santé publique ont un sens irréversible. Or, si effectivement on réinforme la cellule cancéreuse, elle redevient normale. Alors, la médecine allopathique est une curieuse médecine, puisqu'on essaye de comprendre la vie par la mort. Or, comprendre la vie par la mort, on voit bien qu'il y a une perte d'information. Comment définir la vie ? Toute définition évidemment incomplète, mais on pourrait dire que ce qui fait la vie, c'est l'interaction entre les éléments qui la composent. La vie ne réside pas dans les éléments en eux-mêmes, mais plutôt dans les relations qu'ils établissent entre eux. Et entre eux, ça peut être des atomes, des molécules, des cellules, des organes. C'est le lien qui est le plus important que les objets en eux-mêmes. De même, en physique, les propriétés d'un matériau ne se résument pas à l'existence des atomes ou des molécules, mais dans les interactions qui existent entre eux. Alors j'ai une relation amicale qui s'appelle Jean-Claude Guimberteau, qui fait de l'endoscopie. Et donc ça révolutionne l'anatomie, qu'on croyait être une science achevée, parce qu'on voit un réseau de fibres complètement inconnu, qu'on ne voit pas quand on a étudié la vie à partir de la mort. Donc c'est la première mort de la médecine allopathique. Ensuite, ça date de 1910, Abraham Flexner a reçu de la famille Andrew Carnegie la mission de restructurer l'enseignement médical aux États-Unis. On a pris appui sur l'enseignement qui existait en Europe. Et donc on a considéré que un organe ne communiquait pas forcément avec les autres. En tous les cas, le corps était fait d'une somme d'organes et que chaque organe nécessitait un spécialiste. Donc on a abandonné la médecine holistique qui renaît en quelque sorte de ses cendres et qui prend comme terminologie médecine intégrative. Donc ça aussi, c'est la deuxième mort. C'est-à-dire oublier qu'un individu, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent en interaction. Et puis, troisième mort, la médecine allopathique a du mal à dialoguer avec d'autres disciplines qu'elle-même. Par exemple, en France, on a des non-médecins qui peuvent enseigner la première année, qui est celle où il y a la sélection. En deuxième année, il y a la biophysique, où on peut avoir un physicien un peu égaré, mais sinon, après, il n'y a que des médecins. Or, ce n'est pas, si vous voulez, pluridisciplinaire. Donc, c'est la troisième mort de la médecine allopathique. Donc, la médecine allopathique a pris appui sur la physique classique. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend appui sur la physique quantique ? Il y a eu un énorme progrès en médecine allopathique. C'est la radiologie qui prend appui, la RMN, résonance magnétique nucléaire, sur la physique quantique, en particulier la physique du noyau.
Alors on a une sorte de paradoxe, c'est plutôt le psychanalyste là qui s'exprime. Vous prenez un cancérologue très compétent, on lui apporte un beau cliché de RMN, c'est issu d'une physique quantique, donc une physique moderne, et quand lui, il va soigner son patient, seule la matière existe, il raisonne en physique classique, et ces stratégies thérapeutiques ne sont pas du tout à l'unisson de la physique quantique qui lui a permis d'avoir un beau cliché de RMN. Donc, ce que nous pensons avec Béatrice Milbert, c'est qu'il arrive maintenant un temps où la médecine allopathique doit collaborer, faire une alliance avec la physique moderne dans un esprit de complémentarité. Sinon, souvent, je dis, pour la plupart des disciplines, c'est la théorie du château fort. Vous savez, quand les ennemis arrivent, on remonte le pont-levis, il y a les chaudrons d'huile bouillante, les archers qui tirent. Donc quand vous avez quelqu'un qui s'aventure dans un domaine médical en n'étant pas médecin, il est persona non grata. On ne veut pas entendre ce qu'il a à dire. La physique quantique n'a rien à faire avec le monde médical. Or, ça ne tient pas la route. Nous sommes faits de l'ordre du milliard d'atomes. Ces atomes interagissent entre eux. Donc comment on conçoit la vie ? Soit on part de l'atome et on monte en puissance pour avoir une vision globale, soit on descend. C'est la vision up ou down. Donc si on commence à raisonner plutôt en physique quantique, plutôt qu'en physique classique, eh bien, il y a une propriété essentielle qui va être le fil conducteur de notre exposé, c'est qu'un objet quantique, alors j'appelle objet quantique une particule qui est plus petite qu'un atome, contenu dans l'atome, l'atome lui-même, les molécules, et même maintenant on commence à voir les cellules, ont une double dimension, une dimension corpusculaire et une dimension vibratoire simultanément. Ce qui fait que ça sert à quoi de revisiter la médecine avec la physique quantique ? Ça sert à donner au vivant une dimension supplémentaire qui est la dimension vibratoire. Donc soigner un corps vibratoire par la vibration, ce n'est pas un raisonnement ésotérique, occulte, paranormal, c'est tout simplement cohérent. Et donc, on peut utiliser différentes ondes, les ondes acoustiques, les infrarouges. On utilise même en médecine allopathique les UV. À une époque, quand les gens avaient du psoriasis, on les traitait avec les ultraviolets. Qu'est-ce que c'est que la radiothérapie si ce n'est utiliser des rayonnements gamma, entre autres, ou des rayonnements à base d'électrons, etc., ou les rayons X. Vous voyez bien qu'on utilise la vibration, mais on n'a pas étendu le champ d'application de la vibration en dehors de la radiologie. C'est ça qui est assez curieux. C'est pour ça que je parle d'une sorte de schizophrénie. Ce qui fait que si on commence à essayer de trouver le fil conducteur de ces médecines autres qu'on peut appeler, d'ailleurs la terminologie est difficile, si on parle de médecine alternative, ça voudrait dire qu'il y a une espèce de courant alternatif, allopathique, puis autre, puis allopathique, puis autre. Médecine parallèle, je veux bien, mais deux droites parallèles se coupent, mais à l'infini. Médecine complémentaire, qui complète qui ? Vous voyez ce que je veux dire ? Un naturopathe vous dira qu'une des notions clés de la naturopathie, c'est le terrain. Ça n'existe pas en médecine allopathique. Donc si la médecine allopathique doit apprécier la médecine naturelle, sans prendre en compte le terrain, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, c'est un arbitre qui a éliminé tout ce qui ne fait pas ses fondements. Donc je préfère appeler médecine intégrative, puisque finalement ces médecines ne sont pas ennemies, mais complémentaires. Et en fonction de la pathologie du patient, de son profil psychologique, on aura telle ou telle approche qui est plus adaptée. C'est passer du prêt-à-porter à la haute couture. Voilà. Moi, c'est vrai que ce qui m'a plu dans la médecine, telle que je l'ai envisagée au départ avec ce travail avec le Duménat, c'est que finalement, moi, parce que j'ai fait mes études de médecine, mais après avoir fait de la peinture, donc je suis venue par les beaux-arts à la médecine, ce qui est déjà une démarche un peu particulière. Et moi, ce qui me plaisait, c'est que je ne me donnais aucune limite. Je me suis dit, ok, je fais médecine, mais pour moi, il n'y aura pas de limite. Donc, et quelque part, ce qui m'intéressait, c'était l'art de la thérapie. Et donc, cette notion-là,
je l'ai gardé toute ma vie, avec l'envie finalement de voir le patient à travers le plus de médecine possible. Donc j'étais déjà dans la médecine intégrative en démarrant. Bon, je ne pouvais pas tout faire, évidemment. Ce qui m'intéressait, c'était surtout la médecine chinoise et l'acupuncture. Et c'est là, avec l'acupuncture, en particulier la notion de méridien, de l'énergie qui circule sur les méridiens, que je me suis dit, mais finalement, les Chinois font de la médecine quantique sans le savoir depuis 5000 ans. Et petit à petit, j'ai relevé ce fil d'Ariane, un peu, donc après avec l'homéopathie, où pour moi c'est évident que la physique quantique était ce qui expliquait le mieux l'homéopathie. Je me souviendrai toujours de discussions avec Jacques Benveniste qui me disait on ne peut pas expliquer toutes les médecines alternatives, acupuncture, homéopathie, phyto, avec les façons de faire classiques. Il va falloir qu'on trouve, qu'on mette au point des techniques spécifiques pour avoir la compréhension du niveau des résultats d'action de ces médecines. Et en fait, je me dis aujourd'hui, après avoir effectivement tracé la route longuement avec le professeur Montagnier, après aussi avec Huldar et John Clark il y a longtemps, et d'autres, que finalement, c'est effectivement la compréhension de la physique quantique appliquée à la biologie et à la médecine qui va nous apporter les clés. On est quand même dans une période extrêmement intéressante. Donc 1907, la découverte de l'atome, les travaux d'Einstein qui font suite, et puis donc un siècle plus tard, nous avons fait la bombe atomique, nous sommes allés sur la Lune, nous pratiquons la 5G, et l'application à la médecine, à la biologie, niette. Alors je suis désolée, là c'est pas possible. La physique quantique, la médecine du futur sera quantique ou ne sera pas. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et en fait, cette compréhension de l'atome est extrêmement importante et elle éclaire toutes les médecines. Quand aujourd'hui on me dit les médecines alternatives ne peuvent pas s'expliquer par des études randomisées, je dis oui, mais il y a d'autres façons de faire et on a des résultats juste extraordinaires, que ce soit avec l'acupuncture, avec l'homéopathie, avec la phyto. Et bien évidemment, on parlait de Nikola Tesla et je voudrais citer Georges Lakhovsky, qui est quelqu'un qui est cher à mon cœur. Et Georges Lakhovsky, c'est pas compliqué, lui il était ingénieur. Et à 20 ans, il était milliardaire, figurez-vous. À 20 ans, il devait prendre un train. Il habitait Toulouse, donc il faisait partie des Russes qui avaient immigré en 1917. Et il était donc en 1920, il loupe son train qui partait de Toulouse pour je ne sais plus où, et ce train déraille. Et il se rend sur, donc une centaine de morts, il se rend sur les lieux de l'accident et il a découvert la raison de l'accident, c'est que les rails n'étaient pas stables. Et donc il a mis au point le boulon Lakhovsky. Et c'est grâce à ce boulon Lakhovsky qu'effectivement les rails ont acquis une stabilité et que les chemins de fer sont devenus effectivement des systèmes de transport extrêmement fiables. En tout cas, Lakhovsky, tout jeune, donc, il était milliardaire et il a mis au point donc un appareil qui s'appelait un oscillateur à longueur d'onde multiple. Et lui aussi avait l'habitude de dire que la cellule cancéreuse pouvait redevenir normale. C'était une histoire de fréquence, c'est-à-dire que si la cellule perdait sa fréquence, les mitochondries, effectivement, on va dire, prenaient le pouvoir au niveau de la cellule, faisaient en sorte elle faisait un peu n'importe quoi. C'est aussi ce que disent les Russes. Et à partir de là, ils redonnaient les bonnes fréquences. La cellule choisissait celle qu'il lui fallait et la cellule pouvait retrouver une activité normale. Georges Lakhovsky avait quand même des appareils donc, qui traitaient des cancers de la peau, principalement, dans tous les hôpitaux à Paris, que ce soit l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Cochin, le Val-de-Grâce. Et dans les années 36, il a reçu quand même l'équivalent du prix Nobel de médecine. Donc c'était, oui c'est ça, 1936. Il a eu le prix Nobel de médecine pour ses travaux
Donc, si vous voulez, c'était une reconnaissance juste extraordinaire. Et ces appareils étaient un peu partout dans les hôpitaux à Paris. Les gens lui disaient non seulement « vous m'avez traité mon cancer de la peau, mais en plus, j'ai rajeuni de 20 ans. » D'accord? Photo à l'appui. Donc, extrêmement intéressant. Et de là, si vous voulez, bon, il compterait les discours d'Hitler, donc il s'est très vite retrouvé obligé de partir, de quitter l'Europe. Il est arrivé à New York, donc accueilli par le professeur Disraeli Kobach, qui était le médecin de Roosevelt, et ils ont eu la possibilité de travailler sur 10 000 cas de cancer au Presbyterian Church Hospital de Chicago. Aujourd'hui, aucune trace de tous ces travaux. D'accord ? Donc, voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est dire à quel point mon cœur est heureux parce que, quelque part, cette compréhension de l'atome, du rôle important de l'atome au sein de notre organisme, au sein de nos cellules, au sein de tout notre organisme, va donner la possibilité d'accéder à des traitements d'une rapidité et d'une puissance incontestée. Il n'y a aucune raison, comme l'a montré le film d'Oppenheimer, qu'on puisse appuyer sur un petit bouton et qu'on fasse disparaître en quelques instants des millions de vies sur Terre et qu'aujourd'hui, l'humanité n'ait pas accès à des traitements de cette qualité, de cette rapidité que pourrait nous donner la connaissance de l'atome et de toutes les thérapies actives sur l'atome. Voilà. Alors, effectivement, redéfinir le vivant à partir de l'atome, donc de la physique quantique, ça change notre vision du vivant. C'est-à-dire qu'on nous a enseigné une vision du vivant qui est matérialiste. Alors, effectivement, il y a eu comme ça des gens, il faut rendre aussi hommage à Nikola Tesla, qui, avant de se lancer à la quête de l'énergie libre, il y est parvenu. Donc, on voit bien que ça a été confisqué par les intérêts économiques. Il avait utilisé l'électricité pour soigner les cancers, que ce soit des courants continus et surtout, sa grande découverte, les courants alternatifs. Parce que vous savez qu'il y a une guerre entre Edison et Nikola Tesla, qu'on appelle la guerre des courants. Edison pensait que seul le courant continu devait être utilisé. Et donc, ça supposait des relais à courte distance, alors que Nikola Tesla pouvait avoir des relais sur plusieurs kilomètres, une centaine de kilomètres. Donc, effectivement, la suite a montré que Nikola Tesla avait raison. Alors, Georges Lakhovsky a été dans la lignée de Nikola Tesla. Il disait dans l'origine de la vie, la vie est née de la vibration, est entretenue par la radiation et disparaît lors d'un déséquilibre vibratoire. On pourrait faire une sorte de petit quatrain à la Boileau. La vie a pour auteur la vibration. Elle est entretenue par la vibration. Malheur à tout déséquilibre oscillatoire. Aussitôt la vie, il est intentatoire. Donc, sa vision était très simple. Une cellule malade vibre mal. Donc, comment la remettre dans la bonne vibration? En lui proposant un spectre large. Donc, il va créer d'abord des colliers de Lakhovsky, un fil au départ de cuivre, avec deux boules. Les deux boules formaient une sorte de condensateur sphérique. Il a commencé à s'intéresser au cancer des plantes. Vous avez à l'origine des cancers des plantes une bactérie qui provoque une cancérisation des plantes moins grave que chez l'être humain. Et donc, grâce à ces colliers, il pouvait, ramener la plante dans la normalité. Et par la suite, il a eu l'idée, à partir des années 30, des oscillateurs à ondes multiples, c'est-à-dire 7 métaux terminés par des boules en cuivre avec une petite ouverture qui étaient mis dans un sens ou dans l'autre. On mettait le patient au milieu et donc ces oscillateurs envoyaient un spectre large et le corps se nourrissait, c'est ce qu'a dit Béatrice, des vibrations qui lui étaient nécessaires. Effectivement, il a eu des résultats extrêmement encourageants. D'Arsonval
qui était professeur au Collège de France, l'a soutenu. C'était le successeur de Claude Bernard. Et lui, il a vu comme mission du grand maître, son maître Claude Bernard, de poursuivre la physiologie par l'utilisation de l'électricité naissante. Donc Arsène d'Arsonval a vraiment essayé de diffuser. Il avait une double formation. Il était à la fois physicien et médecin. Ce qui fait qu'il avait ce double regard de l'électricité naissante et puis d'une médecine qui pouvait tout à fait bénéficier de l'apport de l'électricité. C'était l'holo-électron. Voilà, l'holo-électron. Donc, Lakowski, effectivement, était plus qu'un physicien. D'ailleurs, il est né en Bélarussie. Hein. Il était né en Ukraine. Et il est venu par la suite se réfugier en France. Et il était penseur. Et donc, il a vu la dérive qui était en train de s'opérer, la montée de l'extrême droite, le nazisme, etc. Et c'est comme ça qu'il a été amené à quitter la France, puisqu'il s'est opposé au Parti national-socialiste d'Hitler. Et au-delà de ça, sur le régime de Vichy, de toutes ces lois qui étaient promulguées en Europe. Et donc, voilà. Et donc tous ces chercheurs eh bien, ont un message assez simple au départ, hein, vous en conviendrez, c'est que la vie est vibratoire. Et si la vie vibratoire venait à présenter des dysfonctionnements vibratoires, c'est la vibration qui doit les corriger. Alors, on parlait de l'acupuncture. Tout le monde sait que quand on met deux métaux dans de l'eau salée, il y a un courant électrique qui circule. Donc, dans les aiguilles d'acupuncture, vous avez généralement deux métaux. Vous avez la poignée et la pointe. Et au bout d'un moment, quand vous mettez une aiguille d'acupuncture sur un point d'acupuncture, vous avez une différence de température entre la pointe et la poignée qui est de 13,8 degrés Celsius. Il faut la laisser un certain temps. Il y a un transfert d'électrons et la pointe est soit chargée positivement, soit chargée négativement. Ça dépend comment on la tourne pour changer la polarité. Ensuite, on s'est rendu compte qu'un point d'acupuncture, c'est un point de haute conductivité. Quand on est sur alors on peut raisonner en conductivité, en résistance. La conductivité, c'est un paramètre qui décrit la facilité avec laquelle un courant électrique se propage. Par exemple, l'eau pure ne conduit pas l'électricité, il faut de l'eau salée. C'est la raison pour laquelle, d'abord, on a beaucoup de sel, donc ça veut dire que c'est propice à la propagation des courants électriques. Et donc, quand on est sur le point d'acupuncture, ou en dehors du point d'acupuncture, ce n'est pas du tout la même résistance. Il y a une moindre résistance sur le point d'acupuncture. En dehors du point d'acupuncture, l'unité, c'est le ohm, on est à 3 millions de ohms. Et quand on est sur le point d'acupuncture, on est à peu près à 10 000 ohms. Donc on voit bien qu'il y a une baisse de résistivité, donc une augmentation de conductivité. On a mis en évidence des décharges lumineuses, des décharges de gaz carbonique, donc ça veut dire que le corps, il y a des méridiens qui vont, à partir de petits courants qui circulent, être propagés. Donc un courant qui circule, c'est des ondes. Hein, c'est une loi de base de la physique classique. Et donc, les méridiens sont les autoroutes qui vont amener l'information à circuler. D'ailleurs, le sinogramme de l'acupuncture, d'une certaine façon, c'est le grain de riz chauffé avec des volutes. Qu'est-ce que c'est que la chaleur? C'est des infrarouges. Donc on commence à comprendre que notre corps est capable de recevoir les informations qui viennent du cosmos. Dans la médecine ayurvédique, on a des points d'entrée qu'on appelle des nadis. Ensuite, il y a des méridiens qui vont faire circuler l'information. Et donc l'avantage des ondes, c'est qu'elles circulent plus rapidement que des distributions matérielles, molécules ou autres. Donc ça veut dire que le corps utilise les deux. Donc le maître mot de la physique quantique, c'est que les opposés ne sont pas contradictoires, comme disait un des pères fondateurs de la physique quantique, Niels Bohr, mais deviennent complémentaires. Il ne faut pas opposer la matière et la vibration en disant le corps il est vibratoire ou il est matériel, il est les deux. D'ailleurs, pour pouvoir voir la matière, il faut l'éclairer. Et s'il n'y avait pas la matière, on ne verrait pas la lumière. La lumière est mise en évidence parce que la lumière interagit avec la matière et donne des figures bien connues de réflexion, de diffraction, de diffusion, d'absorption. Donc c'est une interaction de la lumière avec la matière qui met en évidence la lumière. Et c'est cette même lumière qui permet de voir la matière. Donc vous voyez bien, en étant très très simple, matière et lumière ne sont pas ennemis, mais deviennent complémentaires. D'ailleurs, le terme utilisé par
La physique quantique, c'est la dualité onde-corpuscule. C'est pas une dualité comme un duel où il y aurait la victoire de la matière ou de la lumière, mais c'est les deux. C'est le « et ». Vous voyez, les médecines intégratives sont dans l'esprit de la physique quantique, puisque la physique quantique, la logique qui sous-tend cette physique quantique, c'est la logique de l'inclusion, le « et non pas le « ou » qui est l'exclusion. Et donc c'est un changement de paradigme. On a pris ça, mais on pourrait aussi montrer que l'ADN émet des biophotons qui ont été mis en évidence par un Russe, Alexander Gurevich. Il s'était rendu compte que quand on mettait en regard des poils issus d'un vieux poireau avec un jeune poireau, il y avait une augmentation de la division des cellules dans les radicelles du jeune poireau. Et donc il en a déduit que les radicelles du vieux poireau émettaient un rayonnement qui stimulait la division des cellules. Et finalement, ça a été mis en évidence par la suite par un biophysicien allemand qui s'appelle Fritz Albert Popp, qui a commencé sa carrière à Marbourg, mais il a été invité à quitter l'université, donc il a fondé à Neuss un institut d'études biophotoniques, et il montre que l'ADN, spontanément, émet des rayonnements dont la caractéristique, c'est d'être un rayonnement laser. Et donc on commence à comprendre qu'une cellule malade, au lieu d'avoir un rayonnement laser, vous savez que tous le rayonnement laser, je fais appel à votre culture de la guerre des étoiles, c'est un rayonnement qui est cylindrique, unidirectionnel et à haute puissance. Une cellule malade, selon les travaux de Fritz Albert Popp et de son équipe, c'est un rayonnement qui a perdu sa cohérence. L'ampoule qui nous éclaire sur nous, le rayonnement, il n'est pas dans une seule direction, il est dispersé. En plus, on peut même aller jusqu'à définir rigoureusement ce que c'est un aliment biologique, vital. Un mauvais aliment, c'est une passoire. Vous lui envoyez un rayonnement, il est réémis aussi vite. Comme mes deux mains, vous voyez, je les mets comme ça. Je peux prendre de l'eau, ça ne sera jamais étanche, mais il y a un temps plus lent pour que l'eau parte de mes mains, plutôt que quand je les mets comme ça. Vous voyez, c'est une passoire. Et donc, on commence à comprendre que qu'est-ce qui fait la vitalité d'un aliment ? C'est le fait que les molécules interagissent entre elles. Tout le secret, c'est comment ça va interagir pour former un réseau qui va capter la lumière et redonner cette lumière, mais de façon différée. Et donc, l'aliment va conserver une certaine vitalité. Alors, que ça soit les méridiens, que ça soit autre chose, avant de repasser la parole à Béatrice, finalement, on a mis au centre de la biologie la cellule. La cellule, ça vient du latin cellula. C'était la cellule du moine, qui était isolée des autres moines et qui vivait reclus. En fin de compte, toutes nos cellules reposent sur le plus grand organe qui est attribué faussement à la peau, qui est le tissu conjonctif. Et donc, sur ce tissu conjonctif, il y a des cellules qui sont posées, qui peuvent s'organiser en tissus, en organes, et ce tissu conjonctif forme un continuum structurel, fonctionnel et énergétique. Et dans ce continuum, en permanence, les cellules sont au courant de ce qui se passe dans un coin de notre organisme. C'est pas une vision discontinue où il y a des organes qui communiquent plus ou moins avec d'autres organes. C'est vraiment un continuum. Et ça rappelle un petit peu la vision qu'ont les cosmologistes, où ils considèrent l'univers comme un continuum spatio-temporel sur lequel est déposé des masses ou des objets astronomiques comme les planètes, les galaxies, les amas de galaxies. Donc, Alfred Pischinger, qui aurait dû avoir le prix Nobel de médecine ou physiologie, a consacré sa vie à l'étude du tissu conjonctif. Il l'appelle le milieu de régulation vitale cellulaire. Et donc, il montre que si un tissu conjonctif est dégradé, c'est la porte ouverte à la maladie. Donc si vous essayez de greffer un tissu cancéreux sur un tissu conjonctif sain, ça ne marche pas. Il faut le dégrader. Quand il est dégradé, la greffe prend parce qu'il y a une dégradation. Alors ces tissus conjonctifs, ils protègent nos cellules. C'est un milieu extrêmement hydrophile qui va capter les toxines qu'on appelle les homotoxines. Il va réguler un certain nombre de paramètres physico-chimiques comme le pH, l'oxydoréduction. Et c'est un bouclier de protection. Donc, vous voyez, la vision qu'on a même du vivant avec des organes faits de cellules est fausse. C'est un changement total de paradigme. Et je trouve que dans cette période où
on est en train de remettre à plat, on va faire référence à Descartes, la tabula rasa, il est bien de changer notre regard sur le vivant, de ne pas le considérer comme des cellules organisées en tissus, en organes, mais des cellules, des tissus, des organes sur une toile qui est le tissu conjonctif, qui fait que chacune de vos pensées est captée par ce système de communication qui peut amener des cellules éloignées à être au courant de ce qui se passe. Il n'y a aucune région de notre corps qui soit indépendante du tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif, c'est un résonateur qu'on va appeler pompeusement quantique, qui peut recevoir les informations qui viennent du cosmos, mais le cosmos peut aussi recevoir des informations. C'est comme une toile de trampoline qui vibrerait. Et donc il a fait, Alfred Peschinger, toute une école qu'on appelait l'école allemande, qui sont consacrés sur le tissu conjonctif. Alors on réinstaure un petit peu ce tissu conjonctif, surtout aux États-Unis, en disant que c'est un néo-organe, et officiellement c'est le plus grand organe avant la peau, qui fait entre 1,5 et 2,2 mètres carrés. Génial. Moi, j'ai trop envie de vous parler d'une femme extraordinaire qui était physicienne quantique, qui s'appelait Mei Wan Ho. Elle était chinoise, anglaise, elle habitait Londres. Et quand on est allé au congrès de physique quantique et médecine à Copenhague en 2008, elle nous avait présenté ses travaux qui étaient juste extraordinaires. En fait, si vous voulez, pour elle, elle nous racontait que la révolution a été le jour où elle a regardé un petit verre au microscope à fond noir. Et là, elle a dit, mais le vivant, c'est juste de la lumière. Et là, elle nous montrait des photos, donc, et elle est partie sur une exploration du vivant. Et à Copenhague, donc, elle nous passait des films qu'elle avait faits, où elle était, effectivement, on voyait les cellules qui bougeaient, il y avait des sons, il y avait de la lumière, et elle appelait ça le Quantum Jazz of Life. Alors il faut que vous lisiez son bouquin en anglais qui s'appelle The Rainbow and the Worm. Il y a plein de formules physiques, hein, ça paraît assez trapu, et c'est assez trapu, mais c'est juste génial. Parce que si vous voulez, elle, je dirais, elle a mis littéralement le feu aux poudres. Et quelque part, à peu près à la même époque, il y avait William Rosten au CNRS à Paris, qui, alors j'ai un film dans mon sac, sur, il appelle ça le temps des neurones. Et c'était des cultures de neurones qu'il avait faites, et il enregistrait des sons. Et on voyait de la lumière blanche qui circulait le long des neurones dans sa culture. Donc on voit bien que le fonctionnement cellulaire tel qu'on nous l'a enseigné ne correspond pas exactement à la réalité. D'accord ? Et c'est vrai que l'avoir construit absolument tout le savoir médical sur l'observation de tissus morts en physiopathologie pendant des années, nous a induit dans une certaine voie de garage, on va dire ça. Donc, et c'est vrai, bon, on parle, moi j'étais passionnée de médecine spatiale. Donc j'ai eu la chance en 2006 de rencontrer Vladislav Kristoforov, d'avoir été invitée à Moscou, d'aller dans son laboratoire. Et je me souviendrai toujours la fois où il avait déplié une immense photo. Et il me dit, t'as vu? Je dis, oui, c'est magnifique, c'est les galaxies. Il me dit, mais non, c'est pas les galaxies, c'est un corps humain. Et il y avait de la lumière partout. Et c'était les points d'acupuncture qui émettaient de la lumière. Et il faut savoir que les Russes utilisaient beaucoup dans la médecine spatiale l'auriculothérapie, c'est-à-dire que quand la capsule spatiale rentrait dans l'atmosphère terrestre, il y avait un programme qui mettait en route les points d'auriculothérapie, si bien que les cosmonautes arrivaient sur Terre, et ça les Américains n'ont jamais compris comment ils faisaient, parce qu'il y avait ce programme qui, quelque part, les remettait dans les circuits de notre atmosphère terrestre. Donc c'est clair qu'on est vraiment dans des possibilités thérapeutiques inouïes. Et alors, du coup, maintenant, je vais peut-être commencer à parler de Gérald Pollack, de tous les travaux qui ont été faits sur la cellule, et en particulier sur l'eau. Parce que la clé de tout ça, c'est quand même l'eau,
qui est au niveau de nos cellules. Parce que l'eau dans nos cellules, elle ne correspond pas à l'eau du robinet. C'est une eau complètement différente, qui est structurée, avec effectivement ce que Gerald Pollack appelle l'exclusive zone water, qui est une zone où il y a effectivement l'exclusion des ions H+, qui étaient dans les structures des molécules d'eau. Et en fait, il y a des atomes d'oxygène qui sont reliés. Et comme il dit, ça fait des whirling pockets, c'est-à-dire des petites poches très bouillonnantes, on appelle ça des domaines de cohérence quantique. C'est ce dont parle aussi, j'aime beaucoup, Fritz Albert Popp, qui, entre parenthèses, a eu la mauvaise idée de travailler sur les aliments biologiques. Et à partir du moment où il a eu le culot de regarder les produits biologiques au niveau de la cristallisation sensible et de montrer à quel point c'était beau et cohérent comparé aux légumes qui n'étaient pas cultivés biologiquement, effectivement, ça a été too much pour sa carrière. Enfin, pour revenir à l'eau structurée, l'eau, donc, dans nos cellules, crée, donc, au niveau de la membrane qui est hydrophile, ces espèces de petits domaines, ces petites piscines de cohérence quantique qui sont effectivement capables d'absorber donc les informations qui viennent de l'ensemble de notre environnement ou de remèdes homéopathiques ou d'acupuncture. Enfin, quand c'est informationnel, en tout cas, l'information est stockée dans ces domaines de cohérence quantique où elle peut être redistribuée dans le corps entier ou stockée pendant longtemps. En tout cas, et le système dont tu parlais, effectivement, de notre tissu conjonctif est effectivement un circuit de circulation aussi de toute l'information qui peut être véhiculée entre nos cellules. Parce qu'on a toujours vu les cellules comme étant des éléments fermés, comme tu disais, une cellule avec une membrane, mais en fait, il y a énormément de protéines qui font effectivement le lien entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que toutes ces protéines intracellulaires, tous ces petits organites, l'ADN, etc., sont entourés de molécules d'eau. Et que donc, il va y avoir des éléments comme la lumière qui peuvent intervenir, et c'est ce que disait Gerald Pollack lors de sa dernière conférence, effectivement, cette exclusive zone water, elle est extrêmement sensible à la lumière du soleil, à l'infrarouge, et donc l'eau aussi qui entoure toutes ces protéines, qui va donner effectivement de l'information pour que la protéine soit pliée de telle façon ou de telle autre. Si elle est pliée de cette façon-là, elle n'est pas forcément active. Si elle est pliée de l'autre façon, elle devient active. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités aussi de commande de tout notre univers intracellulaire à travers la lumière et aussi certainement à travers d'autres phénomènes comme le son. Oui, alors Albert Szent-Györgyi, qui recevra le prix Nobel pour avoir découvert puis synthétisé la vitamine C, disait que la vie, c'est l'eau qui danse sur les solides. Jolie formule. Ouais, en fin de compte, dès que vous avez en physique, ce qu'on appelle une interface, c'est une surface qui est en relation avec deux milieux, ou trois. Par exemple, si vous mettez de l'eau sur une nappe cirée, bah, vous avez un milieu solide, et puis vous avez l'eau et vous avez l'air. Vous avez trois milieux. Et si vous avez votre peau, elle est en contact avec l'air. Donc ça s'appelle une interface. Et c'est très riche. C'est la surface la plus riche en physique. Donc, toutes nos molécules sont solvatées. Il y a au moins 2 couches de molécules d'eau, que ce soit les protéines, les lipides, etc. Et donc, dès que vous avez une surface, l'eau prend une forme particulière où elle adopte une forme en nid d'abeille, sous forme hexagonale, et ça entraîne l'exclusion de tout ce qui n'est pas aqueux. Ce qui fait que vous avez d'un côté du plus, du moins, ça forme une batterie. Donc à chaque fois que vous avez une couche de solvatation, bah, cette couche de solvatation va créer une batterie qui peut être rechargeable, et c'est ça qui va venir compléter le manque d'énergie, parce que quand on commence à calculer l'énergie qu'il faut pour penser, se déplacer, rêver, digérer, manger, on s'aperçoit que c'est pas le métabolisme, la dégradation des aliments qui est capable de faire ça. Il ne faut pas oublier que nos membranes cellulaires sont entourées d'eau aussi.
Et donc c'est une membrane très très fine. Donc une membrane, c'est fait de phospholipides, c'est-à-dire des acides gras avec du phosphore. Ces phospholipides forment des acides gras phosphorés, saturés ou insaturés. Il y a le fameux cholestérol et il y a les protéines. Et donc sur une couche très très fine qui est de l'ordre du millionième de mètre, vous avez une différence de potentiel qu'on appelle un potentiel transmembranaire qui est de l'ordre de 100 millivolts pour 1 micromètre, ce qui fait 100 000 volts par centimètre ou 10 millions de volts par mètre. Et donc, grâce à ce champ très très intense, on peut agir sur le vide des atomes et extraire de l'énergie. Sans parler de l'eau qui est également présente, puisque, comme on a dit, il n'y a rien qui soit en dehors de l'eau. Même une substance hydrophobe qui rejette l'eau, vous avez une organisation en forme de clatrate qui ressemble, fait d'hexagones et de pentagones, qui s'organise pour encapsuler la substance hydrophobe. Donc l'eau est toujours présente. Et dès que vous avez une surface, vous avez une interaction avec cette interface, une zone d'exclusion et une batterie. Donc la découverte de Pollack, c'est d'avoir compris que l'eau est nécessaire pour animer tout ce vivant. Parce que chaque molécule a une véritable chorégraphie. Les molécules, par exemple, une molécule comme l'eau, elle est faite d'un oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Ça peut s'allonger de façon synchronisée ou de façon désynchronisée. Ça tourne sur elle-même, ça se déplace. Donc on a modélisé ça sous forme de ressort, l'équivalent de ressort à boudin, harmonique ou anharmonique. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, la molécule d'eau, elle a contrairement à ce qu'on dit, elle n'est pas incolore, elle est légèrement bleutée. Elle absorbe la lumière visible et vous savez qu'un objet a la couleur de ce qui a été rejeté. Donc elle absorbe le rouge et elle rejette le bleu. Donc elle a une couleur légèrement bleutée de l'ordre de 698 nanomètres et du fait de ses congénères, ça s'étend à 720 nanomètres. Et donc ça vient du fait qu'il peut y avoir des vibrations symétriques ou asymétriques. Pour une vibration symétrique, on a 3 asymétriques. Et donc en permanence, il y a une interaction avec la lumière. Les couleurs sont l'objet de la lumière. Vous parlez parce que ma voix émet des vibrations qui vont comprimer et décomprimer l'air. La chaleur, ce sont des infrarouges. Donc tout ce que nous percevons en termes sensoriels, c'est souvent des phénomènes vibratoires. Donc le problème de la vibration, c'est qu'on ne la voit pas, on ne la ressent pas forcément, mais pourtant, s'il n'y avait pas la vibration, il n'y aurait pas la vie. Donc l'eau est évidemment très importante parce que nous sommes faits à 65% en poids d'eau. Et donc quand on regarde des animaux qui ont une très très grande longévité, en particulier un animal qui s'appelle le tardigrade, on n'a pas de limite à sa durée de vie, mais quand il se met dans un état particulier, il va éliminer une grande partie de l'eau qui le constitue. Voilà, il va éliminer plus de 85% de l'eau qui le constitue. Parce que si l'eau est déstructurée, l'organisme il meurt. Donc une bactérie, elle a une longévité incroyable, puisqu'on a trouvé dans l'ambre une abeille, et dans l'estomac de cette abeille, il y avait une bactérie à l'état de spore. Quand les bactéries sentent que le milieu extérieur devient nocif, ils se mettent dans un état de compaction qu'on appelle spore bactérienne, et ils ont éliminé une grosse partie de l'eau. Alors le record, c'est le Sextus veneris, il est fait de 99,97% d'eau. Donc c'est 0,003% d'eau intelligente. Donc voilà, la vie, c'est la vibration et l'eau. Et donc Stéphane Sven-Georgi a résumé, la vie, c'est l'eau qui danse sur les solides. C'est une chorégraphie dans les solides. Et donc ces molécules d'eau, elles bougent, mais elles sont toujours sur l'interface. Donc vous voyez, vous commencez à repartir avec la vision du corps, avec des molécules recouvertes d'eau, des cellules recouvertes d'eau, des vibrations qui sont échangées, un corps qui a une unité du fait du tissu conjonctif, et on n'est pas non plus un corps séparé du cerveau. Si vous lisez les pensées de Pascal, il a cette réflexion qui est toujours valable.
l'homme étant lui-même le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce qu'est un esprit, encore moins, car il ne peut concevoir ce qu'est un corps, encore moins ce qu'est un esprit, et moins encore qu'aucune autre chose, comme un corps peut être lié à un esprit. C'est là le comble de ses difficultés, et pourtant c'est sa nature propre. On est encore dans la séparation du corps et de l'esprit. Voilà. Parce que quand un cerveau comprend le conflit qui a amené la maladie, il y a une sorte d'éclair qui se fait, et la maladie peut disparaître. Ça s'appelle les guérisons dites miraculeuses. Elles sont miraculeuses parce qu'on ne les comprend pas. Elles ne sont pas inexplicables, elles sont inexpliquées selon notre paradigme. C'est juste parfait. Voilà. Donc on peut soigner par des infrarouges, la chromothérapie, vous avez compris. Et donc en fonction de l'onde, on va atteindre l'eau et l'organe ou le tissu où l'eau a été touchée. Et donc il y a une rétroaction sur ces organes et tissus. Alors moi je voudrais enchaîner sur ce que tu as dit, parce qu'il y a une autre femme dont je voudrais vraiment parler, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui c'est une Russe, c'est le professeur Tina Karou, qui depuis 30 ans travaille sur l'action de l'infrarouge dans le domaine des thérapies humaines. Et Tina Karou, qui était donc à Novosibirsk, a écrit énormément d'articles, bien sûr, en russe. Et ce qu'elle dit, c'est que, en fait, effectivement, l'infrarouge agit, et aussi la lumière rouge, agissent beaucoup sur l'eau. C'est ce que tu disais, hein. L'eau de nos cellules, et elle va avoir un effet photomodulateur, en particulier aussi sur les mitochondries. Et donc, il y a des capacités de l'infrarouge comme anti-inflammatoire, comme antioxydant aussi. Elle a la capacité, donc, l'infrarouge, de traiter effectivement une mitochondrie qui est bloquée, par exemple, par un oxydant. Elle va avoir la possibilité de débarrasser les oxydants et d'avoir une action antioxydante extrêmement puissante qui permet de relancer l'ATP par exemple, si bien qu'on peut avoir effectivement l'utilisation de ces thérapies infrarouges, que ce soit dans le traitement du cancer, de la maladie de Lyme, comme c'est fait dans certaines cliniques déjà en Allemagne. En tout cas, l'infrarouge est certainement une des thérapies les plus extraordinaires. Donc les Russes dans l'espace utilisaient donc des appareils où ils mélangeaient à la fois les infrarouges, les lasers, soft et les champs électromagnétiques avec des appareils qui, effectivement, dans l'espace, traitaient parfaitement les cosmonautes. Et c'était, pour moi, les premiers appareils quantiques, parce qu'ils utilisaient, effectivement, pour mélanger ces rayonnements, des minuscules accélérateurs de particules. Donc, on est dans des sophistications. Alors, bien sûr, les Américains ont essayé de rattraper le retard. Donc, vous avez Hamblin, le professeur Hamblin, à Harvard, qui a commencé, lui aussi, à publier depuis les années 2013, vous voyez, c'est très récent, avec effectivement là aussi énormément de découvertes, toujours aussi sur le rôle anti-inflammatoire. C'est vrai que les lumières bleues ont plutôt une action anti-infectieuse, donc ça c'est les lasers bleus qu'on utilise en dentisterie, et puis l'infrarouge donc est plutôt anti-inflammatoire, mais qui peut aussi réparer les tissus. C'est très intéressant. Les appareils de Christoforov sont utilisés en particulier par les diabétiques pour restaurer la microcirculation, permettre des réparations d'ulcères de jambes, etc. En tout cas, il y a des groupes de diabétiques qui commandent les appareils pour pouvoir se soigner. On est dans une phase où effectivement, et on parle de la lumière, on pourrait parler des sons. Donc les sons, si vous voulez, sont certainement ce qu'il y a de plus actif sur le cerveau. Et comme disait très justement Philippe, c'est extrêmement important de recréer cette ligne cerveau-corps humain, parce qu'effectivement, quand le cerveau est dégagé de toutes ces
pathologies émotionnelles, tous ces blocages, il y a vraiment une souveraineté possible, thérapeutique, qui fait que la capacité de soigner l'humain, elle peut être instantanée. Donc on parle de guérison miraculeuse, on parle de guérison. Il y a plein de soins, si vous voulez, que vous connaissez. On peut avoir cette ambition, si vous voulez, d'aller plus loin dans la compréhension de ces médecines fréquentielles, vibratoires, énergétiques pour le futur. Voilà, c'est pour moi un immense message d'espoir que je voulais vous apporter, qu'on voulait vous apporter ce soir. Alors, quand on a envoyé les hommes dans l'espace, on les a extraits de champs physiques. Le champ magnétique, le champ gravitationnel et bien d'autres champs. C'était la première fois où on mettait des hommes en dehors de ces champs, comme si on sortait l'homme du ventre qui lui a donné naissance, quoi, comme un enfant qui naît. Et donc les Russes ont compris, ça a été la médecine aérospatiale, qu'il fallait compléter le manque d'informations dans l'espace. Par exemple, la gravitation. On va prendre la gravitation. Quand vous êtes aux alentours de la Lune, on a diminué d'un facteur 100 000 ou 1 million la gravitation. Donc, quand on est en position verticale, nos os vont générer des courants qui sont dus à la piézoélectricité. La piézoélectricité a été découverte par Pierre Curie et son frère en 1880. C'est le fait que certains matériaux, il y a beaucoup de cristaux, quand on les soumet à des contraintes, aux deux extrémités, contraintes mécaniques, on crée des courants électriques. Et un courant électrique peut amener un cristal à changer de forme. Il y a des réactions mécaniques. Donc quand vous êtes en position verticale, vos os qui sont faits principalement de deux cellules, les ostéoclastes qui creusent et les ostéoblastes qui comblent, et en permanence vous avez 1 à 2 millions d'unités osseuses de renouvellement, ils utilisent les champs créés du fait de votre position verticale. Ce qui fait que quand les cosmonautes américains ont été dans l'espace, ils ont eu une fonte musculaire, mais ils ont eu aussi une fonte osseuse, une ostéoporose, qui était proportionnelle à la durée du vol spatial. On peut avoir 30 à 40% de fonte osseuse. C'est la raison pour laquelle, quand ils revenaient sur Terre, on était obligé, pour les plus anciens, ils étaient aidés à se déplacer. Et puis on ne les revoyait pas, ils étaient en quarantaine, multiples quarantaines, puis à un moment donné, on les revoyait. Les Russes, eux, on avait l'impression qu'ils avaient fait un petit voyage en voiture pendant quelques jours. Voilà. Et alors j'ai visité le musée de l'air à Washington, air et aérospatial, et on a l'impression que les cosmonautes étaient dans un vaisseau très vétuste, avec un bruit pas possible, et puis les Américains, ils étaient en classe affaires, vous voyez. Et pourtant, les Russes avaient moins de problèmes que les Américains. Donc, si vous prenez un ouvrage de référence en médecine, le Rouvière, qui a bercé des générations de médecins qui a étudié l'anatomie, il y a une ligne sur la piézoélectricité. Donc il y a des tas d'énergies qui existent dans notre corps, la piézoélectricité, d'ailleurs l'acupuncture utilise la piézoélectricité, vous avez des ondes particulières qu'on appelle solitoniques. Un soliton, c'est une onde, vous savez, une onde c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux, mais il y a un type d'onde où il y a un grand sommet et un grand creux. Et ces ondes ont la particularité de ne pas perdre d'énergie quand elles rencontrent un objet. Et donc notre ADN produit des ondes solitoniques et nos tissus. Vous avez la semi-conductivité, toutes les protéines sont des semi-conducteurs. Donc il y a plein d'énergies qui n'ont pas été exploitées par la médecine allopathique, puisque tout simplement elle n'a pas fait appel à la physique. Et donc il y a plein d'énergies qui circulent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces approches peuvent être utilisées, notamment les infrarouges. On sait qu'en physique, si vous parlez à un physicien, il va dire oui, les infrarouges, ça interagit avec les molécules, ça va avoir tel effet. Mais ils n'ont pas vraiment transposé ça au niveau médical, parce qu'il y a un paradigme comme quoi la physique quantique s'applique qu'à l'atome, à la molécule, mais pas aux cellules. Or, la photosynthèse a une explication quantique, la migration des oiseaux a une explication quantique, l'olfaction a une explication quantique. Donc,
on est en train de sortir de la théorie des châteaux forts avec pont-levis relevé, chaude d'onde, roule bouillante et archer qui tirent sur tout ce qui bouge, parce que de plus en plus, on s'aperçoit qu'il existe aussi une explication quantique au vivant. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer l'approche classique, mais on va compléter cette approche quantique dans un esprit de complémentarité. C'est une philosophie complémentariste. D'ailleurs, les physiciens classiques ont oublié une chose que tout le monde peut comprendre, même s'il n'a pas fait beaucoup de physique. C'est quoi un atome? L'image est fausse, évidemment, mais c'est celle qu'on utilisait en 1913. C'est un mini-système solaire. On a tous en tête le système solaire. Vous avez au centre le Soleil. Vous réduisez la taille. Vous avez un Soleil intra-atomique qui contient, on ne va pas aller plus loin, des protons et des neutrons. Le proton est chargé positivement, le neutron n'a pas de charge, d'où son nom de neutron. Puis autour gravitent des électrons qui seraient l'équivalent d'une seule planète, la Terre, toujours chargée négativement. Donc vous avez une région, le noyau, qui fait à peu près 1/100 millième de la taille de l'atome, qui est globalement chargé positivement. Et tous ces électrons, on peut les réduire à ce qu'on appelle un barycentre de charge. Ce qui fait que l'atome, fondamentalement, c'est du plus, du moins, donc ça émet des ondes électromagnétiques. Donc l'atome, la molécule, émettent naturellement des ondes électromagnétiques qu'on ne prend absolument pas en charge. Pour un physicien, une molécule, c'est un dipôle électrique. Et vous savez tous qu'un électron, quand il tourne, il se déplace. En se déplaçant, il crée un champ magnétique. Donc une molécule est un dipôle électromagnétique. Tous nos organes, on le sait depuis longtemps, ont une émission magnétique. Le cerveau, c'est 1 milliardième de Gauss. Les reins, 10 milliardièmes. Le plus important, c'est le cœur. Il est 5000 fois plus important. C'est de l'ordre de 1 10 millionième de Gauss. Donc on a un système de poupée russe qui s'est ajusté sur le champ magnétique terrestre qui est de 0,5 Gauss. Donc effectivement, ça justifie qu'on puisse soigner par le magnétisme, utiliser des aimants, etc. Et dans le Duménat, au tout début, il y avait le Baron, qui était un spécialiste des aimants. Il montrait qu'on pouvait réduire le temps d'hospitalisation en utilisant des gros aimants de plusieurs Gauss. Par exemple, vous avez un œdème dans le cerveau, vous pouvez réduire cet œdème avec des champs magnétiques. Il y a plein d'utilisations possibles, mais on est encore, du fait de cette vision du corps qui a eu son utilité au 18e, 19e, mais qui n'est plus de mise. Donc il faut changer cette vision et on sera libéré en ayant un autre regard sur le vivant. Donc toutes ces thérapies qui sont à regarder avec suspicion, etc. Donc il faut le rappeler que la médecine est un art, hein, et elle suppose des artistes, ce qui n'est pas le cas de tous les thérapeutes. Mais il y a des artistes qui sont capables de faire du très bon travail en utilisant les énergies qui existent dans la nature, hein. Mesmer, on l'a diabolisé, mais il avait compris l'effet placebo, il avait compris l'hypnose. C'est l'hypnose avant la lettre, hein. C'est un précurseur. Mais à l'époque, il n'a pas été compris. Donc, il y a toute une chaîne de chercheurs qui ont aidé à l'émergence de ce vivant vibratoire qui est le fil conducteur de la médecine intégrative. Bernard de Schwartz disait « Nous sommes tous des nains hissés sur des épaules de géants et nous voyons plus loin qu'eux et plus haut qu'eux, non pas parce que notre taille est plus élevée, mais parce qu'ils nous portent en l'air et nous élèvent de toute leur grandeur. » Donc le but de la médecine, c'est après avoir été un nain, de devenir un géant pour abriter d'autres choses et non pas de bloquer les choses parce que c'est l'intérêt de quelques-uns de faire du business sur la maladie. Sacha Guitry disait « La médecine est une discipline curieuse puisqu'elle s'évertue de soigner ce qui est l'objet de sa rente, à savoir la maladie. » Alors écoute, moi je voudrais rebondir sur quand tu dis les molécules ont effectivement une onde électromagnétique, c'est ce que faisait aussi Jacques Benveniste. Oui, exactement. Quand il se faisait envoyer, alors c'était quelque chose d'assez drôle parce que c'était après s'être fait éjecter donc, de l'INSERM. Il était sur le parking de l'INSERM dans de la tôle ondulée et moi je me souviens, il m'avait invité à venir assister à une de ces expériences où il se faisait envoyer depuis le Canada l'onde électromagnétique de l'adrénaline.
À partir de là, il la faisait effectivement rentrer dans l'eau. Enfin, il y avait un système d'amplification du message qui informait l'eau. Et à partir de là, pendant 3 heures, il faisait fibriller un cœur de cobaye avec cette eau informée de l'adrénaline. Alors effectivement, ça ne durait pas au-delà de 3 heures, mais pendant 3 heures, qu'on utilise de l'adrénaline ou de l'eau informée d'adrénaline, on avait le même résultat. D'accord ? Et donc, lui, son ambition, c'était effectivement de mettre toutes les molécules chimiques sur une petite disquette et de pouvoir en faire profiter l'Afrique, où il disait, de toute façon, ils n'ont pas accès aux médicaments chimiques. Peut-être qu'avec l'information de chaque molécule, on pourrait... Alors ça a été repris par les Russes. Les Russes utilisent ça, donc voilà, vous pouvez avoir accès à de la cortisone, à des antibiotiques, c'est tout à fait possible. Vous enregistrez votre information électromagnétique et vous pouvez, grâce à un petit système, informer l'eau. Mais ça, c'est quelque chose qui, quelque part, est juste génial, parce qu'il n'y a pas les effets secondaires. C'est ce que disent les Russes pour légitimer cette utilisation. Ils disent, nous, on peut utiliser cette façon de faire pour des gens qui ne peuvent plus avaler de médicaments ou qui ont des problèmes d'allergie. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que nous avons la possibilité d'avoir accès à toutes ces compréhensions, mais que effectivement il y a une espèce de barrage qui se comprend d'ailleurs, mais jusqu'où ? Oui, il y a une très jolie expérience d'Endler. On sait que les têtards deviennent grenouilles à partir du moment où les glandes thyroïdiennes sont actives et elles produisent 2 hormones comme nous, thyroïdiennes, la triiodothyroxine et la tétraiodothyroxine. Et donc il met ces hormones dans un tube, il les dilue. Si le tube est noir, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de transformation en grenouille. Si le tube est transparent, il y a transformation en grenouille avant le timing qu'on voit. Donc, il montre bien qu'on peut transmettre un signal. Chaque molécule a une information, un signal. Et donc, pour comprendre l'homéopathie, ce n'est pas la physique classique qui pourra vous faire comprendre ça. Quelqu'un qui dit l'homéopathie ne fonctionne pas, je dis il a raison s'il est dans le référentiel de la physique classique. Mais s'il est dans le référentiel de la physique quantique, et dans la physique quantique, la théorie quantique des champs, il y a Preparata, Del Guido, enfin des Italiens qui ont montré les battements quantiques, il ne peut pas dire ça. Donc l'eau, la vibration font bon ménage, ce qui fait qu'une cellule, on doit la modéliser comme un système ouvert qui échange en permanence un triple flux de matière, d'énergie et d'information. Donc la matière, c'est ce qu'on a uniquement vu dans la médecine allopathique. On a oublié l'information et la vibration ou l'énergie. Donc simplement, les autres médecines ont pris en compte ça et ça vient compléter la médecine allopathique. On n'est pas dans la guerre des médecines et c'est ça qu'on appelle la médecine dite intégrative. Et puis après, il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, quand on parlait des mitochondries, mais quand un enfant pleure, on va le prendre dans ses bras. En le caressant, on va agir sur son système neurovégétatif au niveau du système parasympathique. Il va être calmé. On sait que des gens dépressifs, si on leur fait un massage énergétique, on va stimuler l'hémisphère gauche, qui est plutôt l'hémisphère où il y a des idées qui ne sont pas des idées noires. On sait aussi que quand on fait un massage à quelqu'un qui a fait une randonnée, on relance la division des mitochondries. D'ailleurs, les mitochondries, c'est des anciennes bactéries. Ce qui fait que, là aussi, les bactéries, on en a 10 fois plus que de cellules. Et 100 fois plus au niveau viral. Donc, ce n'est pas forcément nos ennemis, ça peut être aussi nos partenaires de vie. Donc, une bactérie, quand elle n'est pas à sa place, et là, elle devient dangereuse. Mais quand elle est à sa place, elle n'est pas dangereuse. On est dans une symbiote. D'ailleurs, beaucoup de biologistes considèrent que notre corps est qualifié de symbiote. Voilà. Donc, c'est tout ça. Vous voyez, il faut arrêter de faire la guerre aux vivants. Il faut réinformer le vivant. Une cellule cancéreuse, c'est une délinquante vibratoire. Voilà. Voilà, il faut la remettre dans sa bonne vibration et sa bonne fréquence.
Alors, vous avez compris qu'un des fils conducteurs de ces différentes médecines, c'est la vibration. Alors, c'est vrai que ça paraît new ageiste, occulte, ésotérique, mais réfléchissez, effectivement, si l'industrie pharmaceutique fait de l'argent uniquement par une approche matérielle, comment voulez-vous qu'elle reçoive la médecine informationnelle et énergétique? C'est difficile. Elle défend son territoire, on ne peut pas lui en vouloir. C'est humain. Tu vas rajouter quelque chose? Oui, ça parfaitement. Je voulais citer May Wan-ho, qui à la fin du congrès de Copenhague en 2008 nous avait dit « À l'intérieur de votre corps, tout est peace and love ». Je pense que le meilleur traitement que vous pourrez apporter serait de chanter à vos cellules ou voilà, d'apporter vraiment de l'amour à vos cellules, à vos bactéries, à vos virus. À l'époque, c'était à vos cellules cancéreuses, etc. Enfin, c'est ce qu'elle avait... Elle avait fini son intervention comme ça et j'avais trouvé ça effectivement tout à fait juste. Oui, ça rejoint les traditions hindouistes, entre autres, où effectivement il y a des mantras, il y a les chants, enfin, vous voyez, il y a toute une tradition qui se comprend. L'ADN répond bien au son. Voilà. Donc, quand on parle, suivant que vous ayez un esprit positif ou négatif, hein, ça va agir sur votre corps. Donc, il y a une révolution depuis quelques années, ce qu'on appelle l'épigénétique. On s'est rendu compte que l'ADN n'était pas uniquement l'élément programmant de nos vies. Une molécule d'ADN, il faut savoir qu'elle fait 2 mètres quand on l'étend linéairement. Elle doit rentrer dans une cellule qui est 1 million de fois plus petite qu'elle. Comment elle fait? Elle va se surenrouler, et comme une ficelle qui se surenroule autour d'un tube de carton creux, elle s'enroule autour de protéines qu'on appelle des histones. Et c'est ces histones qui vont dire à un gène s'il doit être actif ou pas. Et on s'est rendu compte que les sons pouvaient amener les histones à activer un gène activé produit une protéine, ou au contraire, un son peut réprimer un gène. Donc on s'est rendu compte que nos pensées pouvaient jouer ce rôle, l'environnement musical. Bref, vous êtes responsable. Alors, il ne fallait pas venir dans cette conférence parce que la physique quantique nous responsabilise. Parce qu'on ne peut pas séparer celui qui fait l'expérience de l'expérience elle-même. On dit d'ailleurs que celui qui fait l'expérience est un participant. Il interagit par ses instruments, mais également par qui il est, par sa conscience, j'allais dire par son âme, par son esprit. Si vous êtes malade, c'est que vous avez actualisé la potentialité maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez enlever cette potentialité maladie au profit de la potentialité guérison. Donc la physique quantique est appelée dans les pays anglo-saxons la science des potentialités. Donc quelqu'un tombe malade parce qu'il est dans une vie qui ne lui convient pas. Donc s'il change de vie, généralement la maladie s'arrange. Mais j'avais discuté avec un vieux médecin, il me disait, quand le patient, je ne peux pas faire grand-chose, je lui demande de faire un voyage. Généralement, la maladie s'arrange. Il y a une histoire célèbre, dans les années 20, il y a une actrice qui a un cancer, elle va voir un médecin, un artiste intelligent, qui voit tout de suite que la situation n'est pas gérable, il lui dit faites un voyage. Donc elle part en voyage pendant 1 an. Puis au bout d'1 an, jour pour jour, elle revient voir ce médecin, elle lui dit qu'est-ce que je fais maintenant? Vous refaites un voyage. Et ça a duré pendant 4 ans. Et la 4e année, elle dit ah non, j'ai plus l'argent. Elle a encore recommencé à travailler, elle est décédée. Parce que c'était dans l'écosystème professionnel que se trouvait le problème. Vous voyez, il faut développer une médecine écologique, pas une écologie punitive comme on en voit, mais considérer qu'un individu, c'est un écosystème familial, professionnel, national, mondial. Si à un moment donné, il y a une disharmonie dans un des écosystèmes, parfois les 3 malheureusement, la maladie, elle arrive. Et la maladie, c'est une mise en parenthèse. Le philosophe Mène de Buran disait « La bonne santé nous fait sortir de chez nous, la maladie nous y ramène ». Donc effectivement, à un moment donné, quand vous tombez malade, on devrait dire,
chouette, je suis malade, j'ai donc des choses à changer dans ma vie, plutôt que dire c'est la faute, t'as pas de chance. Parce qu'effectivement, vous devenez souverain et vous êtes responsable de la bonne ou la mauvaise santé de votre corps. C'est ça qu'on appelle une médecine participative, comme il y a une physique participative. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la physique classique nous déresponsabilise, la physique quantique nous responsabilise. À nous d'établir une nouvelle alliance avec notre corps pour une médecine participative. Ouais. Bon, je veux rajouter pour aller exactement dans le sens de ce que tu viens de dire. Mon grand maître en médecine chinoise, Léon Kokwen, nous disait toujours « La maladie est un cadeau ». La maladie est un cadeau. Parce qu'elle vous permet de vous interroger, de vous arrêter et de réfléchir sur tout ce qui se passe dans votre vie et qui ne va pas. Voilà. C'est un appel à la transmutation. Exactement. On passe aux questions. Oui, on va passer aux questions. On aurait encore plein de choses à vous dire, hein, mais...